L'inconscient. Sigmund Freud. L'inconscient. La psychanalyse nous a révélé que l'essence du processus de refoulement ne consiste pas à supprimer et à détruire une idée qui représente l'instinct, mais à l'empêcher de devenir consciente. On dit alors que la dite idée est dans un état inconscient, et on a la preuve que, même si elle l'est, elle peut produire certains effets, qui finissent par atteindre la conscience. Tout ce qui est refoulé doit rester inconscient, mais nous voulons établir d'emblée qu'elle ne forme pas à elle seule tout le contenu de l'inconscient. L'inconscient a une portée plus large, le refoulé fait donc partie de l'inconscient. Comment accéder à la connaissance de l'inconscient ? Nous ne le connaissons que comme conscient, c'est-à-dire après qu'il a subi une transformation ou une traduction dans le conscient. Le travail psychanalytique nous montre quotidiennement la possibilité d'une telle traduction. Pour le réaliser, il est nécessaire que le patient surmonte certaines résistances, les mêmes qui, à l'époque, refoulaient le matériau en question, le rejetant consciemment. 1. Justification du concept d'inconscient. Le droit d'accepter l'existence d'une psyché inconsciente et de travailler scientifiquement avec cette hypothèse a été discuté dans de nombreux secteurs différents. Contre cette opinion, nous pouvons soutenir que l'hypothèse de l'existence de l'inconscient est nécessaire et légitime, et, de plus, que nous avons de multiples preuves de son exactitude. C'est nécessaire, car les données de la conscience sont très incomplètes. Chez le bien portant comme chez le malade, il se produit fréquemment des actes psychiques dont l'explication en suppose d'autres dont la conscience ne nous offre aucun témoignage. Les actes de ce genre ne sont pas seulement les actes ratés et les rêves d'individus sains, mais aussi tous ceux que nous qualifions de symptômes psychiques ou d'obsessions chez le malade. Notre expérience personnelle quotidienne nous montre des événements dont nous ignorons l'origine et des conclusions intellectuelles dont nous ignorons l'élaboration. Tous ces actes conscients manqueront de sens et de cohérence si nous maintenons la théorie selon laquelle la totalité de nos actes psychiques doivent nous être connus par notre conscience et, d'autre part, ils seront ordonnés dans un ensemble cohérent et intelligible si nous interpolons entre eux les actes inconscients que nous avons inférés. Ce gain de sens constitue, en soi, une raison justifiée de dépasser les limites de l'expérience directe. Et si nous vérifions plus tard que, sur la base de l'existence d'un psychisme inconscient, nous pouvons structurer une procédure très efficace, à travers laquelle influencer adéquatement le cours des processus conscients, ce succès nous donnera une preuve irréfutable de l'exactitude de notre hypothèse. Il faudra alors se situer au point de vue que ce n'est qu'une prétention insoutenable d'exiger que tout ce qui se passe dans le psychique soit connu par la conscience. On peut aussi invoquer, à l'appui de l'existence d'un état psychique inconscient, le fait que la conscience n'intègre qu'un contenu limité à un instant donné, de sorte que l'essentiel de ce que nous appelons savoir conscient doit être trouvé de toute façon, pendant de longues périodes de temps. En état de dormance, c'est-à-dire dans un état d'inconscience psychique. Le déni de l'inconscient est incompréhensible dès que l'on revient sur toutes nos mémoires latentes. On objectera ici que ces souvenirs latents ne peuvent être considérés comme psychiques mais correspondent plutôt à des restes de processus somatiques, à partir desquels le psychique peut ressurgir. Il n'est pas difficile d'argumenter contre cette objection que la mémoire latente est, au contraire, un résidu indubitable d'un processus psychique. Mais il est encore plus important de se rendre compte que l'objection contestée repose sur une vérité non explicitement énoncée mais prise comme axiome, assimiler le conscient au psychique. Et cette assimilation est soit une pétition de principe qui évite la question de savoir si tout ce qui est psychique doit aussi être conscient, soit c'est une pure convention ou affaire de nomenclature. Dans ce dernier cas, elle est, comme toutes les conventions, irréfutable, et on se demandera seulement si elle est vraiment si utile et adéquate qu'il faille s'y adjoindre. Mais on peut affirmer que l'assimilation du psychique au conscient est totalement insuffisante. Elle détruit les continuités psychiques, nous plonge dans les difficultés insolubles du parallélisme psychophysique, succombe aux reproches d'exagérer sans fondement la mission de la conscience, et nous oblige à abandonner prématurément le champ de la recherche psychologique, sans nous offrir aucune compensation dans d'autres secteurs.
D'autre part, il est évident que la discussion pour savoir si nous devons considérer les états latents de la vie mentale comme des états conscients de l'esprit ou comme des états physiques menace de devenir une simple question de mots. Ainsi, il convient de focaliser notre attention tout d'abord sur ce que l'on sait sûrement de la nature de tels états. Maintenant, les caractères physiques de ces états nous sont totalement inaccessibles, aucun concept physiologique ou processus chimique ne peut nous donner une idée de leur essence. D'un autre côté, il ne fait aucun doute qu'ils ont un contact étendu avec les processus mentaux conscients. Une certaine élaboration permet même de les transformer en de tels processus ou de les remplacer par eux et de les décrire au moyen de toutes les catégories que nous appliquons aux actes psychiques conscients, tels que les idées, les tendances, les décisions, etc. De beaucoup de ces états latents, nous sommes forcés de dire que seule l'absence de conscience les distingue des états conscients. Nous n'hésiterons donc pas à les considérer comme des objets de recherche psychologique, étroitement liés aux actes psychiques conscients. Le refus obstiné d'admettre le caractère psychique des actes mentaux latents s'explique par le fait que la plupart des phénomènes de référence n'ont pas été étudiés en dehors de la psychanalyse. Ceux qui, ignorant des faits pathologiques, considèrent les actes manqués chez les sujets normaux comme des coïncidences et ajoutent à la vieille opinion que les rêves sont une vaine écume, n'ont qu'à ignorer certaines énigmes de la psychologie de la conscience pour pouvoir éviter la reconnaissance d'une activité psychique inconsciente. Par ailleurs, les expériences hypnotiques, et surtout la suggestion post-hypnotique, démontraient déjà, avant la naissance de la psychanalyse, l'existence et le fonctionnement du psychique inconscient. L'acceptation de l'inconscient est d'ailleurs parfaitement légitime, c'est d'autant qu'en l'établissant que nous n'avons pas séparé d'un iota notre façon de penser, que nous nous estimons corrects. La conscience n'offre pas à l'individu plus que la connaissance de ses propres états d'esprit. L'affirmation que les autres hommes ont aussi une conscience est une conclusion que nous déduisons per analogiam, à partir de leurs actes et manifestations sensibles et afin de nous rendre compréhensibles leur comportement. Psychologiquement plus juste serait de dire que nous attribuons aux autres, sans qu'il soit besoin d'une réflexion particulière, notre propre constitution et, par conséquent, aussi notre conscience, et que cette identification est une condition sine qua non de notre compréhension. Cette conclusion, ou cette identification, devait être étendue jadis par le moi non seulement aux autres hommes, mais aussi aux animaux, aux plantes, aux objets inanimés et au monde en général, et elle était utilisable tant que l'analogie avec le moi individuel était suffisamment large, laissant puis d'être adéquat en tant que autres, a accru leur différence avec soi. Notre jugement critique actuel doute de la conscience des animaux, la nie aux végétaux et relègue au mysticisme l'hypothèse d'une conscience de l'inanimé. Mais aussi là où la tendance originelle à s'identifier a résisté à l'examen critique, c'est-à-dire que lorsque les autres sont nos pairs, l'acceptation d'une conscience repose sur une déduction et non sur une expérience directe irréfutable comme celle que nous avons de notre propre conscience. La psychanalyse exige seulement que nous appliquions également cette procédure déductive à notre propre personne, une tâche dans laquelle nous ne sommes certainement aidés par aucune tendance constitutionnelle. En procédant ainsi, nous devons convenir que tous les actes et manifestations que nous constatons en nous-mêmes, sans que nous sachions les relier au reste de notre vie mentale, doivent être considérés comme s'ils appartenaient à une autre personne et doivent être expliqués par une vie mentale qui leur est attribuée. L'expérience montre aussi que lorsqu'il s'agit d'autrui, nous savons très bien interpréter, c'est-à-dire inclure dans la cohérence psychique ces mêmes actes auxquels nous refusons la reconnaissance psychique quand il s'agit de nous-mêmes. L'investigation est alors détournée de la personne elle-même par un obstacle particulier qui empêche sa connaissance exacte. Cette démarche déductive, appliquée non sans une certaine résistance interne à notre propre personne, ne nous conduit pas à la découverte d'un psychisme inconscient, mais à l'hypothèse d'une seconde conscience unie en nous à la conscience qui nous est reconnue. Mais contre cette hypothèse nous trouvons immédiatement des objections très justifiées. En premier lieu, une conscience dont le sujet lui-même ne sait rien est quelque chose de très différent d'une conscience étrangère et il ne semble même pas opportun d'en discuter, puisqu'elle en manque le caractère principal.
Ceux qui ont résisté à accepter l'existence d'un psychisme inconscient, moins ils pourront admettre celle d'une conscience inconsciente. Mais, deuxièmement, l'analyse nous dit que les processus mentaux latents déduits jouissent d'une grande indépendance les uns des autres, semblant ne pas être liés ou ne rien savoir les uns des autres. Ainsi, nous aurions à accepter non seulement une deuxième conscience, mais une troisième, une quatrième, et peut-être toute une série illimitée d'états de conscience cachés à notre conscience et s'ignorant les uns les autres. Troisièmement, il faut tenir compte, et c'est là l'argument le plus important, que, d'après ce que nous révèle la recherche psychanalytique, une partie de ces processus latents possède des caractères et des particularités qui nous paraissent étranges, incroyables et totalement opposés à qualités qui nous sont connues par la conscience. Tout cela nous fait modifier la conclusion de la démarche déductive que nous avons appliquée à notre propre personne, dans le sens d'admettre en nous non plus l'existence d'une seconde conscience, mais celle d'actes psychiques dépourvus de conscience. De même, nous devrons rejeter le terme subconscience comme incorrect et très susceptible d'induire en erreur. Les cas connus de double conscience, dissociation de la conscience, ne prouvent rien de contraire à notre théorie, et peuvent être considérés comme un cas de dissociation des activités psychiques en deux groupes, vers lesquels la conscience est alternativement orientée. La psychanalyse nous oblige donc à affirmer que les processus psychiques sont inconscients et à comparer leur perception par la conscience à celle que les organes sensoriels font du monde extérieur. Cette comparaison nous aidera également à élargir notre connaissance. L'hypothèse psychanalytique de l'activité psychique inconsciente constitue, en un sens, un prolongement de l'animisme primitif qui nous montrait partout des images fidèles de notre conscience, et en un autre, un prolongement de la rectification kantienne de la théorie de la perception externe. De la même manière que Kant nous invitait à ne pas négliger la conditionnalité subjective de notre perception et à ne pas considérer notre perception comme identique au perçu inconnaissable, la psychanalyse nous invite à ne pas confondre la perception de la conscience avec les processus psychiques inconscients qui en sont les objets. Le psychique, comme le physique, n'a pas non plus besoin d'être dans la réalité telle que nous la percevons. Mais il faut espérer que la rectification de la perception interne ne présentera pas d'aussi grandes difficultés que celle de la perception externe, et que les objets internes seront moins inconnaissables que le monde externe. 2. La multiplicité de sens de l'inconscient est le point de vue topique. Avant de poursuivre, nous voulons établir le fait, aussi important que gênant, que l'inconscience n'est qu'un des multiples caractères du psychique, ne suffisant donc pas à lui seul à en former le caractère. Il y a des actes psychiques de catégories très différentes qui pourtant coïncident par le fait qu'ils sont inconscients. L'inconscient comprend, d'une part, des actes latents et temporairement inconscients, qui, pour le reste, ne sont en rien différents des actes conscients, et, d'autre part, des processus tels que les actes refoulés qui, s'ils devenaient conscients, présentent des différences notables avec les inconscients autres de ce genre. Si dans la description des divers actes psychiques on pouvait se passer complètement de leur caractère conscient ou inconscient et les classer uniquement d'après leur rapport avec les divers instincts et finalités, leur composition et leur appartenance aux différents systèmes psychiques subordonnés les uns aux autres, nous parviendrions à éviter toute erreur d'interprétation. Mais puisqu'il ne nous est pas possible de procéder ainsi, pour des raisons diverses et importantes de s'y opposer, nous devrons nous résigner au malentendu que doit représenter l'emploi des termes « conscient » et « conscient ». Inconscient, tantôt dans un sens descriptif, tantôt dans un sens systématique lorsqu'ils sont l'expression de l'appartenance à certains systèmes et de la possession de certaines qualités. On pourrait aussi essayer d'éviter la confusion en désignant les systèmes psychiques reconnus par des noms arbitraires qui ne font nullement allusion à la conscience. Mais avant cela, il faudrait expliquer sur quoi on fonde la différenciation des systèmes, et dans cette explication il nous serait impossible d'éviter l'attribut d'être conscient, qui constitue le point de départ de toutes nos investigations. Nous nous limiterons donc à utiliser un simple moyen auxiliaire, consistant à substituer respectivement les termes « conscience » et « inconscient » par les formules CC and INC, à condition que nous utilisions ces termes dans un sens systématique.
Passons maintenant aux conclusions positives de la psychanalyse. On pourrait dire qu'en général un acte psychique passe par deux phases par rapport à son état, entre lesquelles s'intercale une sorte d'examen, censure. Dans la première phase, l'acte psychique est inconscient et appartient au système INC. Si, examiné par la censure, il est rejeté, il se verra refuser l'accès à la seconde phase, nous l'appellerons refoulé, et il devra rester inconscient. Mais s'il sort triomphant de l'examen, il passera en deuxième phase et appartiendra au deuxième système, c'est-à-dire à ce que nous sommes convenus d'appeler le système CC. Cependant, sa relation avec la conscience ne sera pas déterminée de manière fixe par son appartenance au système CC. Il n'est pas encore conscient, mais il est capable de conscience, selon l'expression de J. Breuer. Cela signifie qu'à certaines conditions il peut devenir, sans qu'aucune résistance particulière ne s'y oppose, l'objet de la conscience. En réponse à cette capacité de conscience, nous donnons également le système CC le nom de préconsci. S'il s'avère plus tard que l'accès du préconsci à la conscience est également déterminé par une certaine censure, nous différencierons plus précisément les systèmes préc les uns des autres. Et CC. Mais, pour l'instant, il suffira de mentionner que le préc partage les qualités du système CC et que la censure sévère exerce ses fonctions dans le passage d'INC à préc ou CC. Avec l'acceptation de ces deux, ou trois, systèmes psychiques, la psychanalyse s'est écartée d'un pas de plus de la psychologie descriptive de la conscience, posant une nouvelle problématique et acquérant un nouveau contenu. Jusque-là, elle se distinguait surtout de la psychologie par sa conception dynamique des processus psychiques, à laquelle s'ajoute désormais son aspiration à s'occuper également de la topique psychique et à indiquer dans quel système ou entre quels systèmes se déroule tout acte psychique. Cette aspiration a valu à la psychanalyse le qualificatif de psychologie des profondeurs, Tiefenpsychologie. Nous verrons plus tard comment il intègre encore un autre point de vue très intéressant. Si nous voulons établir sérieusement une topique des actes mentaux, nous devrons commencer par résoudre une question qui se pose immédiatement. Lorsqu'un acte psychique, nous limitant ici à ceux de la nature d'une idée, passe du système INC au CC. Ou PRES, doit-on supposer qu'un nouvel enregistrement est lié à cette étape, ou, si l'on peut dire, une seconde inscription de la représentation en question, inscription qui peut ainsi s'intégrer dans une nouvelle localité psychique, et à côté de laquelle l'inscription primitive inconsciente continue d'exister? Ou sera-t-il plus exact d'admettre que le passage d'un système à un autre consiste en un changement d'état de l'idée qui agit sur le même matériau et dans la même localité? Cette question peut sembler abstruse, mais il est obligatoire de la poser si l'on veut se faire une certaine idée du sujet psychique, c'est-à-dire des dimensions de la profondeur psychique. Il est difficile de répondre, car cela dépasse le purement psychologique et entre dans les rapports de l'appareil mental avec l'anatomie. Dans des lignes très générales, nous savons que de telles relations existent. La recherche scientifique a montré que l'activité mentale est liée au fonctionnement du cerveau comme aucun autre organe. Plus loin encore et nous ne savons pas encore jusqu'où elle nous conduit à découvrir la valeur inégale des diverses parties du cerveau et leurs relations particulières avec des parties du corps et avec des activités spirituelles particulières. Mais toutes les tentatives faites pour fixer, sur la base de la découverte précitée, une localisation des processus mentaux, et tous les efforts visant à imaginer les idées stockées dans les cellules nerveuses et les stimuli transmis le long des fibres nerveuses, ont totalement échoué. Le même sort serait réservé à une théorie fixant la localisation anatomique du système CC, c'est-à-dire de l'activité mentale consciente, dans le cortex cérébral, et transférant les processus inconscients aux parties sous-corticales du cerveau. Il y a là une solution de continuité, dont la suppression n'est pas réalisable, pour l'instant, et n'entre pas non plus dans les domaines de la psychologie. Pour l'instant, notre topique psychique n'a rien à voir avec l'anatomie, se référant à des régions de l'appareil mental, quelle que soit la place qu'elle occupe dans le corps, et non à des localisations anatomiques. Notre travail, dans cet aspect, est entièrement gratuit et peut se dérouler selon vos besoins.
En tout cas, il ne faut pas oublier que notre hypothèse n'a, d'abord, aucune autre valeur que celle de simples schémas explicatifs. La première des deux possibilités que nous avons exposées précédemment, c'est-à-dire que la phase cessée d'une idée signifie une nouvelle inscription de celle-ci dans un endroit différent, c'est, bien sûr, le plus grossier, mais aussi le plus avantageux. La seconde hypothèse, celle d'un changement d'état purement fonctionnel, est a priori plus plausible, mais moins plastique et moins maniable. À la première hypothèse topique se rattache celle d'une séparation topique des systèmes INC et CC, et la possibilité qu'une idée existe simultanément en deux endroits de l'appareil psychique, et qu'en réalité si elle n'est pas inhibée par la censure quitte à passer régulièrement de l'un à l'autre, sans pour autant perdre sa première résidence ou son immatriculation. Cela semble étrange, mais nous pouvons invoquer à l'appui certaines impressions que nous recevons au cours de la pratique psychanalytique. Lorsque nous communiquons à un malade une idée refoulée par lui dans sa vie et découverte par nous, cette révélation ne change pas d'abord son état mental. Surtout, il ne lève pas le refoulement ni n'annule ses effets, comme on pourrait s'y attendre, puisque l'idée auparavant inconsciente est devenue consciente. Au contraire, seul un nouveau rejet de l'idée refoulée est réalisé dans un premier temps. Mais le patient possède déjà, effectivement, précisément, en deux endroits différents de son appareil psychique et sous deux formes différentes, la même idée. Premièrement, il a le souvenir conscient de la trace auditive de l'idée telle que nous la lui avons communiquée, et deuxièmement, nous sommes également certains qu'il porte en lui, sous sa forme primitive, le souvenir inconscient de l'événement en question. La levée du refoulement n'a d'effet, en réalité, que lorsque l'idée consciente entre en contact avec la trace mnésique inconsciente après avoir vaincu la résistance. Seul l'accès à la conscience de la dite trace mnésique inconsciente peut mettre fin au refoulement. À première vue, cela semble montrer que l'idée consciente et l'idée inconsciente sont des inscriptions différentes, topiquement séparées, du même contenu. Mais une réflexion plus approfondie nous montre que l'identité de la communication avec la mémoire refoulée du sujet n'est qu'apparente. Avoir entendu quelque chose et l'avoir vécu sont deux choses d'une nature psychologique totalement différente, bien qu'elles aient le même contenu. Il ne nous est pas possible, pour le moment, de trancher entre les deux possibilités indiquées. Peut-être trouverons-nous plus tard des facteurs qui nous permettent de prendre une telle décision ou découvrirons-nous que notre approche de la question a été insuffisante et que la différenciation des idées conscientes et inconscientes doit être déterminée d'une manière complètement différente. 3. Émotions inconscientes. Après avoir limité notre discussion aux idées, nous pouvons maintenant poser une nouvelle question, dont la réponse devrait contribuer à l'éclaircissement de nos vues théoriques. Nous avons dit qu'il y avait des idées conscientes et inconscientes. Y aura-t-il aussi des impulsions instinctives, des sentiments et des émotions inconscientes, ou cela n'aura-t-il aucun sens d'appliquer de tels qualificatifs à de tels éléments? À mon avis, l'antithèse du conscient et de l'inconscient ne s'applique pas à l'instinct. Un instinct ne peut jamais devenir l'objet de la conscience. Seule l'idée qui la représente peut l'être. Mais elle ne peut non plus être représentée dans l'inconscient que par une idée. Si l'instinct n'était pas lié à une idée ou ne se manifestait pas comme un état affectif, nous n'en saurions rien. Ainsi, en utilisant une expression inexacte on parle de pulsions instinctives, inconscientes ou refoulées, on se réfère uniquement aux pulsions instinctives, dont la représentation idéologique est inconsciente. On pourrait penser qu'il est tout aussi facile de répondre à la question de savoir s'il existe effectivement des émotions, des sentiments et des affections inconscients. Dans la nature même d'une émotion est d'être perçue, ou d'être connue par la conscience. Ainsi, les sentiments, les émotions et les affections seraient dépourvus de toute possibilité d'inconscience. Cependant, dans la pratique psychanalytique, nous avons l'habitude de parler d'amour, de haine et de colère inconsciente, et nous utilisons même l'étrange expression conscience inconsciente de la culpabilité, ou la paradoxale angoisse inconsciente. Nous aurons donc à nous demander si avec ces expressions nous ne commettons pas une inexactitude bien plus importante que celle de parler des instincts inconscients. Mais la situation est complètement différente ici.
En premier lieu, il peut arriver qu'une impulsion affective ou émotionnelle soit perçue, mais mal interprétée, le refoulement de sa véritable représentation a été contraint d'être lié à une autre idée et est alors considéré par la conscience comme une manifestation de cette dernière idée. Lorsque nous avons reconstitué le lien véritable, nous avons qualifié la pulsion affective primitive d'inconsciente, bien que son affect n'ait jamais été inconscient et que seule son idée ait succombé au processus répressif. L'emploi des expressions affect inconscient et émotion inconsciente renvoie, en général, au destin que le refoulement impose aux facteurs quantitatifs de la pulsion instinctive. Voir notre étude sur la répression. On sait que ces destinées sont au nombre de 3, l'affection peut durer totalement ou fragmentairement comme telle, il peut subir une transformation en une autre quantité d'affection, qualitativement différente, surtout dans l'angoisse, ou bien elle peut être supprimée, c'est-à-dire restreinte dans son développement. Ces possibilités s'étudient peut-être plus facilement dans le rêve que dans les névroses. On sait aussi que la coercition du développement de l'affect est la véritable fin du refoulement et que son œuvre est incomplète quand cette fin n'est pas atteinte. Chaque fois que le refoulement réussit à inhiber le développement de l'affect, nous appelons inconscient tous ces affects que nous réintégrons à leur place en défaisant le travail répressif. Ainsi, nous ne pouvons pas être accusés d'être incohérents dans notre façon de nous exprimer. Quoi qu'il en soit, en établissant un parallèle avec les idées inconscientes, la différence importante apparaît que ces idées persistent après le refoulement comme un produit réel dans le système INC, alors que tout ce qui correspond dans ce système, INC, aux affects inconscients est un début potentiel, dont le développement est empêché. Ainsi, bien que notre forme d'expression soit irréprochable, il n'y a pas à proprement parler d'affects inconscients, comme il y a des idées inconscientes. Au lieu de cela, il peut très bien y avoir des produits affectifs dans le système INC qui, comme d'autres, deviennent conscients. La différence vient tout entière du fait que les idées sont des charges psychiques et, au fond, des charges de traces mnésiques, tandis que les effets et les émotions correspondent à des processus de décharge dont les dernières manifestations sont perçues comme des sentiments. Dans l'état actuel de nos connaissances sur les affects et les émotions, nous ne pouvons exprimer plus clairement cette différence. La vérification que le refoulement peut limiter la transformation de la pulsion instinctive en une manifestation affective, se présente pour nous un intérêt particulier. Il révèle, en effet, que le CCL régule normalement l'affectivité et l'accès à la motilité et valorise le refoulement, nous montrant qu'elle non seulement exclut les choses de la conscience, mais empêche aussi le développement de l'affect et la mise en action de l'activité musculaire. Inversant notre exposition, nous pouvons dire que tandis que le CC régule l'affectivité et la motilité, nous décrivons l'état mental d'un individu comme normal. Cependant, une certaine différence entre les relations du système dominant avec chacun des deux actes de décharge connexes ne peut nous être cachée. En effet, le contrôle de la motilité volontaire par le CCL est solidement enraciné, résiste aux attaques de la névrose et ne succombe qu'à la psychose. En revanche, l'emprise qu'un tel système exerce sur le développement de l'affect est beaucoup moins ferme. Même dans la vie normale, une lutte constante des systèmes CC peut être observée. NDNC pour le domaine de l'affectivité, délimitant certaines sphères d'influence et mêlant les énergies agissantes. L'importance du système CC. PRES, concernant le développement de l'affect et de l'action permet de comprendre le rôle joué par les idées substitutives dans la formation de la maladie. Le développement de l'affect peut émaner directement du système INC, et dans ce cas il aura toujours le caractère de l'angoisse, qui est la substitution régulière des affects refoulés. Mais souvent l'impulsion instinctive doit attendre pour trouver dans le système CC une idée de substitution, et alors le développement de l'affect devient possible, à partir de la dite substitution consciente, dont la nature marquera le caractère qualitatif de l'affect. Nous avons affirmé que dans le refoulement l'affect est séparé de son idée, après quoi chacun de ces éléments suit son destin particulier. Ceci est indiscutable d'un point de vue descriptif, mais en réalité l'affect n'apparaît qu'après qu'une nouvelle représentation dans le système CC a été réalisée avec succès.
4. Topique et dynamique de la répression. Nous sommes arrivés à la conclusion que la répression est un processus qui tombe sur les idées et se développe à la frontière entre les systèmes INC et PREC. CC. Nous allons maintenant essayer de le décrire plus en détail. Une soustraction de charge psychique doit s'y faire, mais il faut se demander dans quel système cette soustraction s'effectue et à quel système appartient la charge soustraite. L'idée refoulée conserve dans le système INC sa capacité d'action doit donc conserver aussi sa charge. Par conséquent, ce qui a été volé doit être quelque chose de différent. Prenons le cas du refoulement proprement dit, tel qu'il se développe en une idée préconsciente ou même consciente. Dans ce cas, le refoulement ne peut consister qu'à retirer à l'idée la charge, pré-consciente propre au système PREC. Cette idée est ensuite téléchargée, reçoit une charge émanant du système INC ou conserve la charge INC qu'elle possédait auparavant. Ainsi, on retrouve ici une soustraction de la charge préconsciente, une conservation de la charge inconsciente, ou une substitution du préconscient à une charge inconsciente. Nous pouvons également voir que nous avons basé cette observation, sans intention apparente, sur l'hypothèse que le passage du système INC à un système immédiat ne se produit pas en raison d'un nouvel enregistrement, mais plutôt en raison d'un changement d'état, c'est-à-dire, dans ce cas, par une transformation de charge. L'hypothèse fonctionnelle a ici vaincu sans effort l'hypothèse topique. Ce processus de soustraction de la libido ne suffit cependant pas à expliquer une autre des caractéristiques du refoulement. Nous ne comprenons pas pourquoi l'idée, qui conserve sa charge ou en reçoit une nouvelle, émanant du système INC, ne devrait pas renouveler la tentative de pénétrer dans le système PREC, en utilisant sa charge. Ainsi, la soustraction de la libido devrait se répéter en elle, et ce jeu continuerait indéfiniment, mais sans aboutir au refoulement. Ce mécanisme de soustraction de la charge préconsciente échouerait également s'il s'agissait du refoulement primaire, puisque nous nous trouvons en lui devant une idée inconsciente, qui n'a encore reçu aucune charge du système PREC. On ne peut lui enlever un tel fardeau. Il faudrait donc ici un autre procédé qui dans le premier cas maintiendrait le refoulement, et dans le second se chargerait de le constituer et de le conserver, processus que nous ne pouvons trouver qu'en admettant une contre-charge, au moyen de laquelle le système PREC est protégé contre la pression de l'idée inconsciente. Dans divers exemples cliniques, nous verrons comment se manifeste cette contre-charge, qui se développe dans le système PREC, et constitue non seulement la représentation de l'effort continu d'un refoulement primaire, mais aussi la garantie de sa durée. La contre-charge est le seul mécanisme de refoulement primaire. Dans le refoulement proprement dit, on lui ajoute la soustraction de la charge PREC. Il est très possible que précisément la charge retirée de l'idée soit celle utilisée pour la contre-charge. Peu à peu nous en sommes venus à introduire un troisième point de vue dans l'exposé des phénomènes psychiques, ajoutant ainsi à la dynamique et à la topique, l'économique, qui aspire à poursuivre les destinations des grandeurs d'excitation et à établir une estimation, donc moins relatif, du même. Nous jugeons opportun de distinguer d'un nom spécial ce dernier secteur de la recherche psychanalytique, nous appellerons métapsychologique 3 cet exposé dans lequel nous parvenons à décrire un processus psychique selon ses aspects dynamiques, topiques et économiques. Nous prévoyons qu'en l'état actuel de nos connaissances, ce n'est que dans quelques lieux isolés que nous pourrons développer une telle exposition. Nous commencerons par une timide tentative de description métapsychologique du processus de refoulement dans les 3 névroses de transfert connues. On peut y remplacer le terme « charge psychique » par celui de « libido », puisque l'on sait déjà que ces névroses dépendent des destinées des pulsions sexuelles. Dans l'hystérie d'angoisse, une première phase du processus est souvent négligée, ce qui est pourtant parfaitement visible après une observation attentive. Cette phase consiste en ce que l'angoisse surgit sans que le sujet sache ce qui fait peur. Il faut donc supposer qu'il y avait dans le système INC une pulsion érotique qui aspirait à passer au système PREC. Mais la charge lancée par ce système contre une telle impulsion la rejette, comme dans une tentative d'évasion, et la charge libido inconsciente de l'idée rejetée dérive sous forme d'angoisse.
En répétant éventuellement le processus, une première étape est franchie pour surmonter le développement douloureux de l'anxiété. La charge en fuite adhère à une idée de substitution, liée associativement à l'idée rejetée, mais qui, du fait de son éloignement de celle-ci, échappe au refoulement. Cette substitution par le déplacement permet une rationalisation du développement de l'angoisse, même incoercible. L'idée de substitution joue alors, pour le système CC. Le rôle d'une contre-charge, l'assurant contre l'émergence de l'idée refoulée, dans le système CC, constitue, en revanche, le point de départ d'un développement de l'affect angoissant, déjà incoercible. L'observation clinique nous montre, par exemple, que l'enfant souffrant de zoophobie ressent de l'anxiété dans deux conditions différentes. Premièrement, lorsque la pulsion érotique refoulée connaît une intensification, et deuxièmement, lorsque l'animal angoissant est perçu. L'idée de substitution est conduite dans le premier cas comme lieu de transition du système INC au système CC, et dans l'autre, comme source indépendante de genèse de l'angoisse. Le pouvoir de maîtrise du système CC. Elle se manifeste le plus souvent par le fait que la première forme d'excitation de l'idée substitue cède, de plus en plus largement, la place à la seconde. Parfois, l'enfant finit par se comporter comme s'il n'avait aucune inclination envers son père, s'était complètement libéré de lui et avait vraiment peur de l'animal. Mais cette peur, alimentée par la source instinctive inconsciente, s'avère supérieure à toutes les influences émanant du système CC et révèle ainsi avoir son origine dans le système INC. La contre-charge émanant du système CC. Ainsi, dans la deuxième phase de l'hystérie d'angoisse, elle conduit à la formation d'un substitut. Ce même mécanisme trouve bientôt une application différente. Comme nous le savons déjà, le processus répressif ne s'arrête pas là et trouve une seconde fin dans la coercition du développement de l'angoisse émanant de la substitution. Cela se passe de la manière suivante, tous les éléments qui entourent l'idée de substitution et lui sont associés reçoivent une charge psychique d'une intensité extraordinaire, qui leur donne une sensibilité particulière à l'excitation. Ainsi, l'excitation de tout point du mur défensif formé autour de l'idée substitutive par de tels éléments, provoque, par leur lien associatif avec ladite idée, un petit développement d'angoisse, qui donne le signal de restreindre, car par une nouvelle échappatoire par la charge, du PREC, la poursuite du dit développement. Plus les contre-charges sensibles et vigilantes sont éloignées de la substitution redoutée, plus le mécanisme qui doit isoler l'idée de substitution et la protéger contre une nouvelle excitation peut fonctionner avec précision. Naturellement, ces précautions ne protègent que contre les excitations qui atteignent l'idée substitutive du dehors et par la perception, mais non contre l'excitation instinctive qui, à partir du lien avec l'idée refoulée, atteint l'idée substitutive. Dès lors, les précautions commencent à faire effet lorsque la substitution a complètement assumé la représentation de ce qui est refoulé, sans jamais constituer une pleine garantie. À chaque intensification de l'excitation instinctive, le mur protecteur entourant l'idée de substitution doit avancer un peu. Cette construction s'établit aussi, de manière analogue, dans les autres névroses, et nous la désignons du nom de phobie. Les évitements, interdits et privations caractéristiques de l'hystérie d'angoisse sont l'expression de la fuite devant le fardeau conscient de l'idée substitutive. Considérant le processus dans son ensemble, on peut dire que la troisième phase reprend plus largement le travail de la seconde. Le système CCL se protège maintenant, contre l'activité des idées de substitution, au moyen de la contre-charge des éléments qui l'entourent, comme auparavant elle se protégeait, au moyen de la charge des idées de substitution, contre l'émergence de l'idée refoulée. La formation de substituts par déplacement se poursuit ainsi. Au début, le CCL n'offrait qu'un seul point par où pouvait passer la pulsion instinctive refoulée, l'idée substitutive, donc, toute la construction extérieure phobique constitue un champ ouvert, d'enclave, aux influences inconscientes. Enfin, il faut souligner le point de vue très intéressant qu'à travers tout le mécanisme de défense mis en action, le danger instinctif est projeté à l'étranger.
Le moi se comporte comme si la menace de développer de l'anxiété ne provenait pas d'une impulsion instinctive mais d'une perception, et peut donc réagir contre cette menace extérieure par des tentatives de évasion que supposent les évitements de la phobie. Dans ce processus répressif, il est possible d'endiguer la genèse de l'angoisse, mais seulement au prix de sérieux sacrifices de la liberté personnelle. Cependant, la tentative d'échapper à une aspiration instinctive est, en général, inutile, et le résultat de l'évasion phobique est toujours insatisfaisant. Beaucoup de circonstances observées dans l'hystérie d'angoisse se répètent dans les deux autres névroses. On peut donc se borner à pointer les différences et à s'interroger sur la mission de la contre-charge. Dans l'hystérie de conversion, la charge instinctive de l'idée refoulée se transforme en une innervation du symptôme. Dans quelle mesure et dans quelles conditions l'idée inconsciente est vidée par cette décharge, lui permettant de cesser sa pression sur le système CC, sont des questions que nous devrons réserver à une investigation spéciale de l'hystérie. La fonction de contre-charge qui part du système CC se détache nettement dans l'hystérie de conversion et se révèle à nous dans la formation des symptômes. La contre-charge est celle qui choisit l'élément de la représentation de la pulsion, dans lequel doit se concentrer toute la charge de la pulsion. Ce fragment choisi pour symptôme remplit la condition d'exprimer à la fois la fin désirée de la pulsion instinctive et l'effort défensif ou punitif du système CC. Elle est donc surinvestie et tenue dans les deux sens comme dans l'idée substitutive d'hystérie anxieuse. De cette circonstance on peut déduire que l'effort répressif du CC. Elle n'a pas besoin d'être aussi grande que l'énergie de charge du symptôme, puisque l'intensité du refoulement est mesurée par la contre-charge utilisée, et le symptôme n'est pas soutenu seulement par la contre-charge mais aussi par la charge instinctive condensée en elle et émanant du système INC. En ce qui concerne la névrose obsessionnelle, il suffira d'ajouter une seule observation à celle déjà exposée dans les travaux précédents. La contre-charge du système CC s'y montre plus visiblement que dans les autres névroses. Cette contre-charge, organisée en formation réactionnelle, est celle qui opère le premier refoulement et dans laquelle s'opère ensuite l'émergence de l'idée refoulée. Selon nous, c'est en fonction de la prédominance de la contre-charge et de l'absence de diversion que le travail de refoulement apparaît moins efficace dans l'hystérie d'angoisse et la névrose obsessionnelle que dans l'hystérie de conversion. 5. Qualité particulière du système INC. La différenciation des deux systèmes psychiques acquiert une nouvelle signification quand on s'aperçoit que les processus du système INC présentent des qualités que l'on ne retrouve pas dans le système immédiatement supérieur. Le nœud du système INC est constitué par des représentations d'instincts qui aspirent à dériver leur charge, c'est-à-dire par des impulsions de désir. Ces impulsions instinctives se retrouvent coordonnés les uns avec les autres et coexistent sans s'influencer ni se contredire. Lorsque deux impulsions de désir dont les fins nous semblent inconciliables sont activées en même temps, elles ne s'annulent pas, mais s'unissent pour former une fin intermédiaire, c'est-à-dire une transaction. Dans ce système, il n'y a ni déni ni doute, ni aucun degré de sécurité. Tout cela est ensuite apporté par le travail de la censure qui agit entre les systèmes INC et PREC. Le déni est une substitution à un niveau supérieur de répression. Dans le système INC, il n'y a que des contenus investis plus ou moins énergétiquement. Une plus grande mobilité des intensités de charge y règne. Par le processus de déplacement, une idée peut transmettre à une autre la totalité de sa charge, et par le processus de condensation, elle peut loger en elle toute la charge de plusieurs autres idées. À mon avis, ces deux processus doivent être considérés comme des caractéristiques du processus psychique dit primaire. Dans le système PREC, domine le processus secondaire. Lorsqu'un tel processus primaire tombe sur des éléments du système PREC, on le juge comique et suscite le rire. Les processus de système INC sont dépassés, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas dans l'ordre chronologique, qu'ils ne subissent aucune modification due au passage du temps et qu'ils n'ont aucun rapport avec celui-ci. La relation temporelle est également liée au travail du système CC. Les processus du système INC n'ont également aucun rapport avec la réalité.
Ils sont soumis au principe de plaisir et leur destin dépend exclusivement de leur force et de la mesure dans laquelle ils satisfont les aspirations suscitées par le plaisir et le déplaisir. En résumé, nous dirons que les caractéristiques que nous nous attendons à trouver dans les processus appartenant au système INC sont l'absence de contradiction, le processus primaire, mobilité de charge, l'indépendance du temps et la substitution de la réalité extérieure au psychique. 5. Les processus inconscients ne nous sont montrés que dans les conditions du phénomène onirique et des névroses, c'est-à-dire lorsque les processus du système PREC, supérieur à l'INC, sont régressés par une régression vers une phase antérieure. Par eux-mêmes, ils sont inconnaissables et incapables d'exister, puisque le système INC est recouvert à chaque instant par le PREC, qui s'empare de l'accès à la conscience et à la motricité. La décharge du système INC se fait au moyen de l'innervation somatique qui conduit au développement de l'affect, mais aussi ses moyens de décharge lui sont contestés, comme nous le savons déjà, par le système PREC. À lui seul, le système INC ne pourrait provoquer dans des conditions normales aucune action musculaire adéquate, à l'exception de celle déjà organisée en réflexe. La pleine signification des caractères décrits ci-dessus du système INC, nous ne pouvions l'apprécier qu'aussitôt que nous les comparions avec les qualités du système PREC. Mais cela nous entraînerait si loin que nous préférons différer une telle comparaison jusqu'à ce qu'il s'agisse du système supérieur 6. Ainsi, nous n'exposerons plus maintenant que l'essentiel. Processus système PREC. Il manifeste, qu'il soit conscient ou seulement capable de conscience, une inhibition de la tendance à décharger les idées investies. Quand le processus passe d'une idée à une autre, la première conserve une partie de sa charge, et il n'en reste qu'une petite partie déplacée. Les déplacements et les condensations typiques du processus primaire sont exclus ou très limités. Cette circonstance a incité J. Breuer à admettre deux états différents d'énergie de charge dans la vie mentale. Un état étroitement lié et un état librement mobile qui pousse à la décharge. Pour moi, cette différenciation représente notre connaissance la plus profonde à ce jour de l'essence de l'énergie nerveuse, et je ne vois pas comment je pourrais m'en passer. Un exposé métapsychologique s'imposerait d'urgence, bien qu'il soit encore trop audacieux de poursuivre la discussion à partir de ce point. Vers le système PREC. Elle correspond également à la constitution d'une capacité de communication entre les contenus des idées, afin qu'elles puissent s'influencer mutuellement, réalisant un ordonnancement temporel des dits contenus, et introduisant une ou plusieurs censures. L'épreuve de réalité et le principe de réalité appartiennent à son territoire. La mémoire consciente semble également dépendre entièrement du système PREC, et doit être distinguée des traces mnésiques dans lesquelles se fixent les événements du système INC, puisqu'elle correspond vraisemblablement à une inscription spéciale, semblable à celle que nous avons initialement admise et plus tard rejetée. Concernant la relation des idées conscientes avec les idées inconscientes, nous trouverons ici aussi le moyen de mettre fin à nos hésitations dans la qualification du système supérieur, que nous avons appelé jusqu'ici le système PREC. Comme le système CC, il ne faut cependant pas se précipiter pour généraliser ce que nous avons découvert jusqu'ici sur la répartition des fonctions mentales entre les deux systèmes. Nous décrivons les circonstances telles qu'elles nous apparaissent dans l'être humain adulte, dans lesquelles le système INC ne fonctionne pas, strictement considéré, mais comme une phase préliminaire de l'organisation supérieure. Le contenu et les relations de ce système au cours du développement individuel et sa signification chez les animaux ne peuvent pas être déduits de notre description, mais d'une enquête spéciale. De même, il faut être prêt à trouver chez l'homme des conditions pathologiques dans lesquelles les deux systèmes modifient ou même échangent à la fois leur contenu et leurs caractéristiques. 6. Communication entre les deux systèmes. Il serait faux d'imaginer que le système INC reste inactif et que tout le travail psychique est effectué par le système PREC. Laissant le système INC comme quelque chose de mort, un organe rudimentaire, résidu du processus de développement. Il serait également faux de supposer que la communication des deux systèmes se limite à l'acte de répression, dans lequel le PREC. Il jetterait dans les abîmes du système INC tout ce qui lui paraîtrait dérangeant.
Au contraire, le système INC possède une grande vitalité, est capable d'un développement important et entretient un certain nombre d'autres relations avec le PREC, y compris la coopération. On peut donc dire, en résumant, que le système INC se poursuit en ramification, ou dérivée, étant accessible aux impressions de la vie, influençant constamment le PREC. Et étant, pour sa part, soumis à ces influences. L'étude des ramifications du système INC déçoit notre espoir d'une séparation schématiquement précise entre les deux systèmes psychiques. Cette déception rendra nos résultats insatisfaisants et servira probablement à remettre en question la valeur de notre différenciation des processus psychiques. Mais nous devons soutenir que notre travail n'est rien de plus que de transformer les résultats de l'observation en une théorie et que nous ne nous sommes jamais forcés à construire, à l'improviste, une théorie complète, absolument claire et simple. Ainsi donc, nous en défendrons les complications tant qu'elles s'avéreront correspondre à l'observation, et nous continuerons d'espérer parvenir avec elle à une connaissance définitive de la matière, qui, étant simple en soi, reflète pourtant les complications de la réalité. Parmi les ramifications des pulsions inconscientes dont nous avons décrit les caractères, il en est qui réunissent en elles les déterminations les plus opposées. D'une part, ils présentent un haut degré d'organisation, ils sont exempts de contradictions, ils ont utilisé toutes les acquisitions du système CC et ne diffèrent guère des produits de ce système, mais au lieu de cela, ils sont inconscients et incapables de conscience. Ils appartiennent donc, qualitativement, au système PREC. Mais, en effet, à INC. Son destin dépend entièrement de son origine. On peut les comparer aux métis, semblables en général aux individus de race blanche, mais qui trahissent leur métissage par divers traits visibles, et pour lesquels ils sont ainsi exclus de la société et de la jouissance des prérogatives blanches. De cette nature sont les fantasmes du normal et du névrosé, que nous avons reconnus comme des phases préliminaires de la formation des rêves et des symptômes, des produits qui, malgré leur haut degré d'organisation, restent refoulés et ne peuvent donc pas atteindre la conscience. Ils s'approchent de la conscience et en restent proches, sans être dérangés aussi longtemps qu'ils le sont. Après sa charge il n'est pas très intense, mais dès qu'elle atteint une certaine intensité, elles sont rejetées. Les branches de l'inconscient, également et hautement organisées, sont aussi des formations de substitution, mais ils accèdent à la conscience par des circonstances favorables, par exemple, s'il leur arrive de s'associer à une contre-charge du système PREC. En étudiant plus attentivement dans un autre lieu les conditions d'accès à la conscience, nous pourrons résoudre bien des difficultés auxquelles nous sommes confrontés ici. Pour cela, nous croyons opportun d'inverser le sens de notre examen, et si jusqu'ici nous avons suivi un sens ascendant, partant du système INC et montant vers le système CC, nous prendrons maintenant ce dernier comme point de départ. Indiqué. En face de la conscience, nous trouvons l'ensemble des processus psychiques, qui constituent le domaine du préconscient. Une grande partie du préconscient vient de l'inconscient, est une émanation de ce système et succombe à la censure avant de pouvoir devenir conscient. Au lieu de cela, une autre partie du dit système PREC est capable de conscience sans examen préalable par le censeur. Une de nos hypothèses précédentes est ici contredite. Dans notre étude de la répression, nous avons été contraints de situer entre l'INC et PREC la censure, qui décide de l'accès à la conscience, et maintenant nous trouvons une censure entre le PREC et le CC. Mais il ne faut pas voir une difficulté dans cette complication, mais plutôt accepter que chaque pas d'un système vers le système immédiatement supérieur, c'est-à-dire tout progrès vers une phase supérieure de l'organisation psychique, corresponde à une nouvelle censure. L'hypothèse d'un renouvellement continu des inscriptions est ainsi annulée. La cause de toutes ces difficultés est que l'attribut d'être conscient, seul caractère des processus psychiques qui nous soit directement donné, ne se prête nullement comme critère de distinction entre systèmes. L'observation nous a montré que le conscient n'est pas toujours conscient, mais aussi latent pendant de longues périodes de temps, et, de plus, que de nombreux éléments qui partagent les qualités du PREC. Ils ne deviennent pas conscients.
Plus tard nous verrons aussi que l'accès à la conscience est limité par certaines orientations d'attention du PREC. Ainsi, la conscience présente des rapports avec les systèmes et avec le refoulement qui ne sont pas du tout faciles. En réalité, il arrive que non seulement le psychique refoulé demeure étranger à la conscience, mais aussi une partie des pulsions qui dominent notre moi, c'est-à-dire l'antithèse fonctionnelle la plus énergétique du refoulé. Donc, si nous voulons arriver à une réflexion métapsychologique sur la vie psychique, nous devrons apprendre à nous émanciper de la signification du symptôme, être conscient. Tant que nous ne nous émanciperons pas de cette croyance, notre généralisation sera définitivement interrompue par des exceptions continues. On voit en effet que certaines ramifications du système INC8 deviennent conscientes, comme formation substitutive et comme symptômes, généralement après de grandes déformations, mais conservant bien souvent un grand nombre des caractères qui causent le refoulement. De plus, nous constatons que de nombreuses formations préconscientes restent inconscientes, malgré le fait que, par leur nature, elles pourraient devenir conscientes. Il faudra donc admettre que l'attrait du système INC prédomine en eux, ce qui fait que la différence la plus importante ne doit pas se situer entre le conscient et le préconscient, mais entre le préconscient et l'inconscient. L'inconscient est rejeté par la censure en atteignant les limites du préconscient, mais ses ramifications peuvent échapper à cette censure en s'organisant à un haut degré et en atteignant une certaine intensité de charge dans le préconscient, au-delà de laquelle elles tentent de s'imposer à la conscience, étant reconnues comme des ramifications du système INC sont repoussées à la nouvelle frontière de la censure, entre le PREC et le CC. La première censure travaille donc contre le système INC, et la seconde contre ses ramifications préconscientes. Il semble que la censure est avancée d'un certain stade dans le cours du développement individuel. Dans la cure psychanalytique, on nous offre la preuve irréfutable de l'existence de la deuxième censure, c'est-à-dire celle située entre les systèmes PREC et CC. Nous invitons le patient à former de nombreuses ramifications du système INC, nous le forçons à dominer les objections de la censure contre l'accès à la conscience de ces formations préconscientes et au moyen de la défaite de cette censure nous ouvrons le chemin qui nous conduira à la levée de la répression, œuvre de la censure antérieure. Ajoutons encore l'observation que l'existence d'une censure entre le PREC et le CC nous avertit que l'accès à la conscience n'est pas un simple acte de perception, mais probablement aussi une surcharge, hyperinvestissement, ou un nouveau progrès dans l'organisation psychique. Passons à la relation du système INC avec les autres systèmes, et moins pour établir de nouveaux constats que pour ne pas manquer d'enregistrer certaines circonstances marquantes. On voit qu'à la base de l'activité instinctive les systèmes communiquent largement. Une partie des processus stimulés passe par le système INC comme par une phase préparatoire et atteint le système CC le développement psychique le plus élevé, tandis que l'autre reste retenu comme INC. L'INC est également affecté par les stimuli de la perception externe. Tous les chemins de la perception au système INC restent régulièrement libres, et seuls ceux qui partent du système INC et mènent au-delà sont fermés par le refoulement. Il est tout à fait unique et remarquable que le système INC d'un individu peut réagir à celui d'un autre, en évitant complètement le système CC. Ce fait mériterait de faire l'objet d'une enquête approfondie, visant précisément à vérifier si l'activité préconsciente est exclue dans un tel processus, mais de toute façon, descriptivement le fait est irréfutable. Le contenu du système PREC ou CC procède en partie de la vie instinctive, à travers le système INC, et en partie de la perception. Il est impossible de déterminer dans quelle mesure les processus de ce système sont capables d'exercer une influence directe sur le système INC. L'investigation des cas pathologiques montre fréquemment une indépendance presque incroyable et une impossibilité d'influer sur le système INC. L'état de la maladie est, en général, une complète divergence de tendance et une séparation absolue des deux systèmes. Or, le traitement psychanalytique est fondé sur l'influence du système INC à partir du système CC et cela montre, cependant, qu'une telle influence n'est pas impossible, bien que ce soit une tâche difficile.
Les ramifications du système INC, qui établissent une mesure entre les deux systèmes, ouvrent, comme nous l'avons déjà indiqué, la voie qui conduit à ce résultat. On peut cependant admettre que la modification spontanée du système INC, à partir du système CC, est un processus douloureux et lent. La coopération entre une pulsion préconsciente et une pulsion inconsciente, même lorsque celle-ci est intensément refoulée, peut se produire lorsque la pulsion inconsciente est capable d'agir dans le même sens qu'une des tendances dominantes. Dans ce cas, le refoulement est levé et l'activité refoulée est permise, comme une intensification de ce que le moi propose. L'inconscient ne devient égosyntonique que dans cette constellation, mais sans que son refoulement subisse aucune modification. Le travail que le système INC effectue dans cette coopération est clairement visible, les tendances renforcées se comportent en effet d'une manière différente des normales, capables de fonctions particulièrement parfaites et montrent une résistance à la contradiction analogue à celle des symptômes obsessionnels. Le contenu du système INC peut être assimilé à une population autochtone psychique. S'il existe chez l'homme un stock de formation psychique héréditaire, c'est-à-dire quelque chose d'analogue à l'instinct animal, ce sera ce qui constituera le noyau du système INC. À cela s'ajouteront plus tard les éléments rejetés comme inutiles pendant le développement de l'enfance, éléments qui peuvent être de nature identique à celle héritée. Une séparation précise et définitive du contenu des deux systèmes n'est établie qu'à la puberté. 7. La reconnaissance de l'inconscient. Ce que nous avons exposé jusqu'à présent sur le système INC est probablement tout ce que nous pouvons dire puisque seule la connaissance la vie onirique et les névroses de transfert. Ce n'est certainement pas beaucoup, il nous semble parfois obscur et déroutant, et il ne nous offre pas la possibilité d'inclure ou de subordonner le système INC dans un contexte connu. Mais l'analyse d'une de ces affections, à laquelle nous donnons le nom de psychonévrose narcissique, promet de nous fournir des données, au moyen desquelles nous pourrons approcher le mystérieux système INC et parvenir à son intelligence. À partir d'un travail d'Abraham, 1908, que cet auteur consciencieux a réalisé à ma suggestion, nous avons essayé de caractériser la démence précoce de Kraepelin, schizophrénie de Bleuler, par son comportement vers l'antithèse du moi et de l'objet. Dans les névroses de transfert, hystérie panique et de conversion et névrose obsessionnelle, rien ne permettait de mettre en évidence cette antithèse. Nous avons vérifié que la frustration vis-à-vis de l'objet entraînait le déclenchement de la névrose, que celui-ci intégrait le renoncement à l'objet réel, et que la libido retirée de l'objet réel régressait à un objet fantasmé, et de lui, à un objet refoulé, introversion. Mais la charge objectale reste tenacement conservée dans ces névroses, et une enquête subtile sur le processus répressif nous a forcés à admettre que cette charge persiste dans le système INC, malgré le refoulement, ou plutôt en conséquence de celui-ci. La capacité de transfert que nous utilisons thérapeutiquement dans ces affections présuppose une charge d'objet sans entrave. À son tour, l'étude de la schizophrénie nous a imposé l'hypothèse qu'après le processus répressif, la libido soustraite ne cherche aucun nouvel objet, mais se retire plutôt dans le moi, supprimant ainsi la charge objectale et reconstituant un état primitif narcissique, sans but l'incapacité transférentielle de ces patients, dans la mesure où le processus pathologique s'étend, leur inaccessibilité thérapeutique conséquente, leur rejet singulier du monde extérieur, l'apparition des signes d'une surcharge de leur propre moi et, enfin, l'apathie la plus complète. Tout cela, ces caractéristiques cliniques semblent correspondre à merveille à notre hypothèse de cessation de la charge d'objet. En ce qui concerne la relation avec les deux systèmes psychiques, tous les chercheurs ont vérifié que beaucoup de ces éléments que, dans les névroses de transfert, nous sommes obligés de rechercher dans l'inconscient à travers la psychanalyse, sont extériorisés consciemment dans la schizophrénie. Mais d'abord il n'a pas été possible d'établir un lien intelligible entre le rapport du moi à l'objet et les rapports de conscience. Cette connexion nous a été révélée plus tard, d'une manière inattendue. Une série de modifications du langage s'observe chez les schizophrènes, surtout lors des stades initiaux très intéressants, dont beaucoup méritent d'être considérés d'un certain point de vue. L'expression verbale fait l'objet d'un soin particulier, se traduisant par des expressions,
pompeuse et hautaine. Les phrases subissent une désorganisation particulière de leur structure, qui les rend inintelligibles pour nous, nous faisant croire que les phrases sont dépourvues de tout sens. Manifestation du patient dans ceci, une allusion aux organes somatiques ou à leurs innervations apparaît fréquemment au premier plan. Nous observons également que dans ces symptômes de la schizophrénie, semblables aux formations de substitution hystérique ou à la névrose obsessionnelle, ils montrent néanmoins la relation entre la substitution et le refoulé, particularité qui, dans les deux névroses mentionnées, nous induirait en erreur. Le Dr Wetosk, Vienne, a mis à ma disposition certaines de ses observations d'un patient atteint de schizophrénie à ses débuts, observations qui ont l'avantage que la patiente elle-même a encore fourni l'explication de ses paroles. En exposant deux de ces exemples, nous indiquerons notre opinion sur ce point précis, pour lequel tout observateur peut capter, sans aucune difficulté, assez de matière pour l'éclairer. L'une des patientes de Tosk, une jeune fille venue dans son cabinet peu après avoir grondé son petit ami, se plaint, les yeux ne sont pas droits, ils sont de travers, puis explique cette phrase par elle-même, ajoutant dans un langage ordonné une série de reproches. Contre le petit ami, je n'ai jamais réussi à le comprendre. Il semble différent à chaque fois. C'est un hypocrite, un œil tordu, il lui a tordu les yeux, maintenant elle a les yeux tordus, ce ne sont plus ses yeux, maintenant elle voit le monde avec des yeux différents. Ces manifestations, ajoutées par la patiente à sa première phrase inintelligible, ont toute la valeur d'une analyse, puisqu'elles contiennent une équivalence du même dans un langage parfaitement compréhensible et éclairent aussi la genèse et la signification de la formation verbale schizophrénique. Coïncident avec Tosk, nous mettrons en évidence dans cet exemple le fait que la relation du contenu avec un organe du soma, en l'occurrence avec l'œil, vient s'arroger la représentation du dit contenu dans son intégralité. La phrase schizophrénique présente ainsi un caractère hypocondriaque, se constituant en langage organique. Autre expression de la même patiente, elle est debout dans l'église. Tout à coup, elle ressent, tout à coup, une impulsion à changer de position, comme si quelqu'un la mettait dans une position, comme si on la mettait dans une certaine position. Suite à cette phrase, la patiente développe une analyse par une série de reproches à l'encontre du petit ami, il est très ordinaire et l'a rendu ordinaire, qui est de bonne famille. Il l'a rendu égal à lui, lui faisant croire qu'il lui était supérieur, et maintenant elle est devenue comme lui, parce qu'elle croyait qu'elle deviendrait meilleure si elle parvenait à l'égaler. Il s'est placé dans une position qui ne lui correspond pas, et elle lui ressemble maintenant, par identification, puisqu'il l'a placée dans une position qui ne lui correspond pas. Le mouvement de position, observe Tosk, est une représentation du mot. Faire semblant, si stellen égale se défoncer, vers stellen égale faire semblant, et de l'identification au petit ami. Il faut souligner ici encore que toute la série des pensées est dominée par cet élément du processus mental dont le contenu est une innervation somatique, ou plutôt sa sensation. D'ailleurs, un hystérique aurait, en se tordant convulsivement les yeux dans le premier cas, et dans le second il aurait exécuté le mouvement indiqué, au lieu de ressentir l'impulsion de l'exécuter ou la sensation de l'exécuter, et sans posséder, dans l'un ou l'autre cas, une pensée consciente quelconque liée au mouvement exécuté ni de pouvoir extérioriser une quelconque de ses pensées par la suite. Ces deux observations témoignent de ce que nous avons appelé le langage hypocondriaque ou d'organes. Mais en plus, ils attirent notre attention sur un fait qui peut être vérifié par les nombreux exemples dont nous disposons, par exemple, dans les cas recueillis dans la monographie de Bleulet et spécifiés dans une formule. Dans la schizophrénie, les mots sont soumis au même processus que les images de rêve sont formées à partir des idées latentes du rêve, c'est-à-dire au processus psychique primaire. Les mots se condensant et se transfèrent leur charge par déplacement. Ce procédé peut aller jusqu'à conférer à un mot, qui lui est propre en raison de ses relations multiples, la représentation de toute la série d'idées. Les travaux de Bleulet, Jung et leurs disciples offrent plus qu'assez de matière pour vérifier cette affirmation neuve.
Avant de tirer une conclusion de ces impressions, nous examinerons l'étrange et subtile différence entre les formations substitutives de la schizophrénie d'une part, et celles de l'hystérie et de la névrose obsessionnelle de l'autre. Un patient, que je suis actuellement en traitement, s'est retiré de tous les intérêts de la vie, absorbé par l'inquiétude suscitée par le mauvais état de la peau de son visage, puisqu'il prétend avoir une multitude de trous profonds sur son visage, produits par des boutons ou points noirs que tout le monde perçoit. L'analyse montre qu'il provoque le développement d'un complexe de castration sur la peau de son visage. Au début, il n'était pas du tout concerné par ces boutons ailés pressés entre ses ongles, opération qui, selon ses propres mots, lui procurait une grande joie d'en voir sortir quelque chose. Mais plus tard, il a commencé à croire qu'au point où il avait eu un de ces boutons, il avait un trou profond, et il s'est sévèrement reproché d'avoir abîmé sa peau à jamais avec son habitude de toujours la toucher avec sa main. Il est évident que le fait de faire éclater les boutons sur le visage, faisant émerger son contenu à l'étranger est dans ce cas une substitution d'onanisme. Le trou résultant de cette manipulation correspond à l'organe génital féminin, c'est-à-dire à l'accomplissement de la menace de castration provoquée par l'onanisme, ou le fantasme correspondant. Malgré son caractère hypocondriaque, cette formation de substitution présente de grandes analogies avec une conversion hystérique, et pourtant on a le sentiment que dans ce cas elle doit. Quelque chose d'autre pourrait se développer avant même que l'on puisse dire quelle était la différence, et qu'une hystérie de conversion ne pourrait jamais produire de tels produits de substitution. Un hystérique ne fera jamais un trou aussi petit que celui laissé par l'ablation d'un bouton dans un symbole du vagin, qu'il comparera plutôt à tout objet qui circonscrit une cavité. Nous pensons également que la multiplicité des trous l'empêcherait également de les prendre comme symbole des organes génitaux féminins. La même chose pourrait être dite d'un jeune patient dont le docteur Tosk a rapporté les antécédents cliniques il y a des années devant la Société psychanalytique de Vienne. Ce patient se comportait généralement comme un névrosé obsessionnel, nécessitant de longues heures pour se laver et s'habiller, etc. Mais il avait le trait singulier d'expliquer spontanément, sans aucune résistance, la signification de ses inhibitions. Ainsi, au moment d'enfiler ses chaussettes, il était troublé par l'idée de devoir étirer les mailles du tissu, en y faisant de petits trous, dont chacun constituait pour lui le symbole des organes génitaux féminins. Ce symbole n'est pas non plus typique d'un névrosé obsessionnel. L'un de ces névrosés observés par Rettler, qui souffrait d'une pareille lenteur à enfiler des chaussettes, trouva, une fois ses résistances vaincues, l'explication que le pied était un symbole du pénis, et l'acte d'y mettre la chaussette, une représentation du pénis, l'onanisme, l'obligation d'enfiler et d'enlever sa chaussette encore et encore, d'une part pour compléter l'image de la masturbation et d'autre part pour l'annuler. L'étrangeté, qui donne le caractère de la formation substitutive et du symptôme dans la schizophrénie, conduit finalement à affirmer que c'est la prédominance de ce qu'il faut faire avec les mots sur ce qu'il faut faire avec les choses. Il y a très peu d'analogie entre le retrait d'un point noir de la peau et une éjaculation, et encore moins entre les pores infinis de la peau et le vagin. Mais dans le premier cas, quelque chose jaillit dans les deux actes, et au second on peut appliquer la phrase cynique qui un trou est toujours un trou. C'est la similitude de l'expression verbale, et non l'analogie des choses exprimées, qui a décidé la substitution. Ainsi, lorsque les deux éléments, le mot et l'objet, ne coïncidant pas, on nous montre la formation de substitution schizophrénique différente de celle qui survient dans les névroses de transfert. Cette conclusion nous oblige à modifier notre hypothèse selon laquelle le chargement d'objet est interrompu dans la schizophrénie et à reconnaître que le chargement d'image verbale d'objet continue d'être maintenu. L'image consciente de l'objet se décompose ainsi en deux éléments, l'image verbale et celle de la chose, cette dernière consistant en la charge, sinon déjà de traces mnésiques directes de la chose, du moins de traces mnésiques plus lointaines, dérivées de l'ancien. Nous croyons découvrir ici quelle est la différence entre une présentation consciente et une présentation inconsciente. Ce ne sont pas, comme nous le supposions, des inscriptions différentes du même contenu dans des lieux psychiques différents, ni des états fonctionnels différents de la charge, dans un même lieu. Ce
Ce qui se passe, c'est que la présentation consciente intègre l'image de la chose plus la présentation verbale correspondante, tandis que l'image inconsciente est la présentation de la chose seule. Le système INC contient les charges de choses des objets, c'est-à-dire les premières et vraies charges d'objets. Le système PRIS. Il naît comme conséquence de la surcharge de l'image de la chose due à sa connexion avec les présentations verbales qui lui correspondent. Il faudra supposer que ces surcharges sont celles qui entraînent une organisation psychique supérieure et rendent possible le remplacement du processus primaire par le processus secondaire, dominant dans le système PREC. Nous pouvons maintenant exprimer plus précisément ce que le refoulement nie aux présentations rejetées dans la névrose de transfert. Elle leur refuse la traduction en mots, qui restent attachés à l'objet. Une présentation non concrétisée en paroles ou en un acte psychique non surchargé, reste alors en état de refoulement dans le système INC. Je dois souligner que cette connaissance, qui rend aujourd'hui intelligible l'une des caractéristiques les plus singulières de la schizophrénie, nous la possédions depuis longtemps. Dans les dernières pages de notre interprétation des rêves, publiée en 1900, nous affirmions déjà que les processus de pensée, c'est-à-dire les actes de charge plus éloignés des perceptions, manquent en eux-mêmes de qualité et d'inconscience, et uniquement à cause du lien avec les restes. Des perceptions verbales atteignent leur capacité à devenir conscientes. Les présentations verbales naissent, quant à elles, de la perception sensorielle au même titre que les images de choses, si bien que l'on peut se demander pourquoi les présentations d'objets ne peuvent devenir conscientes à travers leur propre reste de perception. Mais la pensée se développe probablement dans des systèmes si éloignés des restes primitifs de la perception qu'ils n'ont conservé aucune des qualités de ces restes et ont besoin d'être intensifiés au moyen de nouvelles qualités pour devenir conscients. De même, les charges peuvent être dotées de qualités par leur connexion avec des mots, même si elles représentent simplement des relations entre des présentations d'objets et ne sont pas capables de tirer des qualités de perception. Ces relations, compréhensibles uniquement par les mots, constituent un élément majeur de nos processus de pensée. Nous comprenons que le lien avec les présentations verbales ne coïncide pas encore avec l'accès à la conscience, mais se limite à le rendre possible, caractérisant donc uniquement le système PREC. Mais nous constatons qu'avec ces spéculations nous avons abandonné notre véritable thème, entrant pleinement dans les problèmes du préconscient et du conscient, qu'il sera plus approprié de réserver à une investigation spéciale 10. Dans la schizophrénie, que nous ne faisons qu'effleurer ici, qui nous paraît essentiel à la connaissance de l'inconscient, surgit là. Il doute que le processus que nous appelons ici refoulement est réellement un point de contact avec le refoulement qui a lieu dans la névrose de transfert. La formule selon laquelle la répression est un processus qui se déroule entre l'INC et PREC, ou CC, et dont le résultat est l'éloignement de la conscience, doit être modifié pour inclure également les cas de démence précoce et d'autres états narcissiques. Mais la tentative d'évasion du moi, qui se manifeste par la suppression de la charge consciente, continue d'être un élément commun aux deux types de névrose. L'observation la plus superficielle nous apprend en revanche que cette fuite du moi est encore plus complète et profonde dans les névroses narcissiques. Si dans la schizophrénie cette fuite consiste en la soustraction de la charge instinctive des éléments qui représentent la présentation inconsciente de l'objet, il peut nous sembler étrange que la partie de la dite présentation correspondant au PREC. Les présentations verbales qui lui correspondent connaîtront une charge plus intense. On s'attendrait plutôt à ce que la présentation verbale subisse, car elle constitue la partie préconsciente, le premier impact du refoulement, résultant incapable de charger une fois arrivé le refoulement des présentations de choses inconscientes. Cela semble difficile à comprendre, mais s'explique dès que l'on réfléchit que la charge de la présentation verbale n'appartient pas au travail répressif, mais constitue plutôt la première de ces tentatives de guérison ou de guérison qui dominent si singulièrement le tableau clinique des schizophrénies. Ces efforts aspirent à retrouver l'objet perdu et il est très probable qu'ils prennent pour cela le chemin de l'objet en passant par la partie verbale de celui-ci. Mais ce faisant, ils doivent se contenter de mots plutôt que de choses.
Notre activité mentale se déplace généralement dans deux directions opposées, à partir des instincts à travers le système INC, jusqu'à l'activité de la pensée consciente, ou par un stimulus externe, à travers les systèmes CC et PREC, jusqu'aux charges INC de soi et des objets. Cette deuxième voie doit rester praticable, malgré le refoulement, et est ouverte, dans une certaine mesure, aux efforts de la névrose pour récupérer ces objets. Quand nous pensons abstraitement, nous courons le risque de négliger les rapports des mots aux présentations inconscientes des choses, et il est indéniable que notre philosophie atteint alors une analogie indésirable d'expression et de contenu avec le travail mental des schizophrènes. D'autre part, on peut dire que la façon de penser des schizophrènes se caractérise par le fait de traiter les choses concrètes comme abstraites. Si, avec les considérations qui précèdent, nous sommes arrivés à une appréciation exacte du système INC et déterminer concrètement la différence entre les présentations conscientes et inconscientes, nos investigations successives nous ramèneront, et pour bien d'autres raisons, à cette petite connaissance. Fin. L'inconscient. Sigmund Freud.